Lors d'un dîner de famille, ma sœur a dit « Maman et papa m'ont promis que je pourrais habiter chez toi ». J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai répondu « C'est embarrassant. J'ai vendu la maison vendredi dernier à un couple. Je m'appelle Alice Naudin, j'ai 38 ans. » Le soir de notre dîner de mi-novembre, juste après que mon père a dit le Bénédicité, ma sœur Sandrine s'est levée, une flûte de champagne à la main, et a annoncé devant 13 membres de la famille « Maman et papa m'ont promis que je pourrais emménager dans la maison d'Alice ce dimanche. » De toute façon, elle n'a pas besoin de tout cet espace. Elle a toujours été du genre solitaire et pragmatique. Ma mère a souri doucement et a ajouté « Ma chérie, la famille s'entraide. Ne sois pas égoïste. » Mes tantes ont hoché la tête comme si la décision était déjà prise. Elles ont ri et m'ont qualifié de fille fiable qui ne se plaint jamais. J'ai bu une gorgée d'eau, j'ai regardé chaque visage autour de cette table et j'ai dit calmement « Ça va poser un problème, parce que j'ai vendu la maison il y a 2 semaines. » Ils n'avaient aucune idée que la fille calme et pragmatique sur laquelle ils marchaient depuis des années s'apprêtait à réduire tout leur conte de fées en cendres. Si vous avez déjà été traité comme le membre fiable de la famille qui doit tout sacrifier pendant que votre frère ou votre sœur s'en tire toujours à bon compte, restez avec moi jusqu'à la fin. Cette histoire pourrait bien être la reconnaissance que vous attendiez. Laissez un cœur si vous êtes prêt à entendre la vérité. Avant de vous raconter ce qui s'est passé à cette table après que j'ai bu ma gorgée d'eau, je dois vous ramener en arrière. Parce que pour ceux qui regardent cela, l'explication la plus simple serait que je suis la grande sœur froide qui a vendu sa maison pour contrarier une petite sœur qui avait besoin d'un endroit où se poser. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est simplement l'histoire que ma mère a passé la semaine suivante à raconter à quiconque voulait bien l'entendre. L'histoire sous-jacente s'appuie sur des preuves écrites, 73 pour être exact. Je m'appelle Alice Naudin. Je suis expert comptable senior chez Eranger Conseil, dans le centre-ville de Lyon. Je travaille dans ce cabinet depuis 9 ans, dont 4 spécialisés en fiscalité et en planification patrimoniale. Je suis la fille que mes parents qualifiaient de pragmatique, ce qui, dans notre maison, signifiait en réalité invisible. Ma jeune sœur Sandrine est celle qu'ils appelaient créative, ce qui, chez nous, se traduisait toujours par dispenser de toute responsabilité. En juin 2020, j'ai acheté une maison contemporaine de 4 chambres dans le quartier de Montchat, à Lyon. L'apport personnel provenait de 8 années d'heures supplémentaires et d'un mariage que j'avais annulé 2 ans plus tôt. Le taux de mon prêt immobilier était de 3,1%. Cette maison n'était pas qu'une simple bâtisse. C'était la preuve tangible que je n'avais jamais demandé à personne de regarder. La preuve que j'avais bâti quelque chose de mes propres mains après qu'un homme que j'aimais avait décidé que je ne valais pas la peine qu'il se tienne à mes côtés devant l'autel. Sandrine avait 30 ans en 2020. À cette époque, mes parents avaient déjà remboursé son premier défaut de paiement de loyer. Ils allaient en payer 3 autres avant que nous n'arrivions à ce dîner de mi-novembre, 5 ans plus tard. C'est là que cette histoire commence vraiment. Le trajet entre Villeurbanne et Écully prend 31 minutes un jeudi après-midi ordinaire, quand le reste du monde est chez soi. Mais ce jour-là, pour le grand repas de famille, les axes routiers étaient plus fluides que d'ordinaire. J'ai quitté mon appartement de la Confluence à 15h15. La signature de la vente de la maison de Montchat avait eu lieu 13 jours auparavant. Les clés étaient déjà entre les mains d'un autre couple. Un bébé était attendu dans leur famille pour le mois de mars. Je n'en avais parlé à personne, ni à ma mère, ni à Sandrine, ni même à tante Geneviève, qui remarque pourtant tout. Les seules personnes au courant étaient les acheteurs, Clément et Marion Estienne, mon agente immobilière Margot Éluard, mon banquier, mon conseiller financier Théodore Brémond. Et l'équipe de mise en valeur résidentielle qui avait passé 3 week-ends en octobre à faire passer mon bureau à domicile pour une chambre d'amis. Sur le siège passager de ma Citroën se trouvait une enveloppe Kraft de 31 pages contenant le transfert de propriété, l'acte de vente définitif et un email de Théo daté du 4 novembre confirmant par écrit que la vente de la maison n'était plus une option. Je l'avais saisi sur ma table à manger en partant, non pas parce que j'avais l'intention de m'en servir, mais parce que la part de moi qui a toujours vécu au milieu des dossiers refusait de se rendre à Écully sans justificatif papier. En m'engageant dans la rue de mes parents, j'ai aperçu la Peugeot 3008 flambant neuve de Sandrine garée dans l'allée. Blanche, pas une voiture de location. J'en ai déduit qu'il s'agissait d'un achat. Ma sœur n'avait pas d'emploi. Ce détail avait son importance, mais j'ignorais encore à quel point. La table de la salle à manger avait été dressée pour 13 personnes. 2 tables d'appoint avaient été ajoutées à la table principale de 8 couverts,
recouverte de la belle nappe en lin de ma mère pour masquer les jointures. Son service de mariage en porcelaine de Sèvres était sorti, les assiettes ivoire au liseré doré qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait qu'un repas ressemble à une annonce officielle. À côté de chaque assiette se trouvait une flûte de champagne. À côté de chaque flûte, un marque-place. J'ai remarqué que le mien avait été relégué tout au bout de la longue table, juste à côté de la porte battante menant à la cuisine. J'ai aussi remarqué que celui de Sandrine avait été placé à la droite de ma mère. En tant qu'expert comptable, je sais que la disposition des places traduit toujours des décisions stratégiques. Tante Geneviève était déjà là quand je suis arrivé. Elle se tenait dans un angle du salon, un verre de cidre à la main, discutant avec son fils de 12 ans, Lucas, à propos d'un livre qu'il avait arrêté de lire. Elle m'a regardé quand je suis entré, insistant sur son regard une seconde de plus que nécessaire. C'était sa manière à elle de me signaler qu'elle avait déjà compris quelque chose. Oncle Bertrand et tante Hélène étaient assis sur la causeuse. Mon cousin Damien était au sol, les yeux rivés sur son téléphone. Ma cousine Virginie était dans les escaliers, sur un autre téléphone. Mon père se tenait près du chariot de bar, préparant un cocktail avec la concentration d'un homme qui cherche désespérément à éviter de regarder vers la cuisine. Ma mère est sortie de la cuisine en tenant une bouteille de champagne. Avant de manger, a-t-elle dit en la soulevant, je tiens à dire à quel point je suis reconnaissante de voir que cette famille se soutient toujours envers et contre tout. Mon père a dit le bénédicité à 17h15. Il a prié pour la santé, pour des foyers chaleureux et pour ceux qui nous permettent d'être réunis aujourd'hui. Puis, il a ajouté comme un post-scriptum, et rappelons-nous que la famille s'entraide, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. J'ai senti le regard de tante Geneviève se poser sur moi à travers la table. Je n'ai pas levé les yeux pour croiser le sien. J'ai coupé un morceau de dinde que je n'avais de toute façon pas l'intention de manger. Pendant les 15 premières minutes, la conversation a suivi le cours habituel des dîners de la famille Naudin. Le nouveau travail de Damien. Les résultats du GMAT de Virginie. Une anecdote amusante sur le chien. Puis, Sandrine, se penchant légèrement en avant, a posé la question que ma mère lui avait soufflée, « Alice, ta chambre d'amis au rez-de-chaussée est toujours vide. » J'ai posé ma fourchette. Je n'ai pas de chambre d'amis. Ma sœur a laissé échapper un rire doux et condescendant, le genre de rire qu'elle réserve d'habitude au barman. Allons, tu as 4 chambres. L'une d'elles te sert de bureau depuis que tu as acheté la maison. Ma mère a levé son verre, Sandrine, laisse-la profiter de son dîner avant de parler de logistique. Le mot s'est figé en moi. Logistique. Comme si cette conversation figurait sur un ordre du jour imprimé, comme si ma maison, ses pièces et ma propre existence avaient déjà été réservées pour une réunion de travail à laquelle je n'avais pas été convié. J'ai vu tante Geneviève poser sa fourchette très lentement. Sandrine s'est levée entre la découpe de la dinde et le deuxième service de champagne. Vous connaissez déjà la suite de ce moment grâce à l'introduction. Vous l'avez entendu affirmer que nos parents lui avaient promis ma maison. Vous avez entendu ma mère me traiter d'égoïste devant 13 proches. Vous avez entendu les rires. Vous m'avez entendu boire ma gorgée d'eau. Ce que l'introduction ne vous a pas montré, c'est la réaction du reste de la table. Tante Hélène, assise 2 places plus loin, a posé sa serviette sur le bord de son assiette pour ne plus y toucher. Oncle Bertrand s'est figé la bouche pleine de farce. Mon cousin Damien me fixait avec l'expression impuissante d'un homme qui réalise qu'il va être entraîné dans un conflit qu'il ne maîtrise pas. Tante Geneviève a levé les yeux vers le lustre, comme elle le faisait au tribunal lors des plaidoiries. Mon père n'a pas levé les yeux. Il a attrapé la saucière et a murmuré tout en versant la sauce, « Ce sera une bonne chose pour vous deux. » Sandrine, rayonnante, s'est rassise. Elle a penché la tête vers moi, pleine d'attente. C'est déjà décidé. Maman et papa me l'ont promis. J'ai attrapé mon verre d'eau. J'ai bu une gorgée. J'ai reposé le verre sur la porcelaine de ma mère. J'avais répété cette scène exactement une fois dans ma tête durant le trajet, à 3 pâtés de maison de chez mes parents, en apercevant la Peugeot blanche. Je ne l'avais pas répété spécialement pour ce repas. Je l'avais répété comme je le fais lorsque je dois annoncer une mauvaise nouvelle à un client qui se ment à lui-même sur son bilan comptable. Le rythme est toujours le même. On énonce le chiffre, on le laisse s'installer. On ne cherche pas à se justifier. Ça va poser un problème, ai-je dit. Ma voix était calme, sans aucune agressivité.
Parce que j'ai vendu la maison il y a 2 semaines. La table a retenu son souffle pendant une seconde entière. Puis 2. Un verre à vin a légèrement teinté vers le bout de la table, là où se trouvait Virginie qui n'avait pas suivi la conversation. Sandrine a ri. C'était le rire forcé de quelqu'un qui attend la chute d'une blague. D'accord, elle est bien bonne. Maman, elle plaisante. Un couple a signé l'acte définitif le 14 novembre, ai-je poursuivi. Je n'ai pas regardé Sandrine. J'ai fixé ma mère. Leurs noms sont Clément et Marion Estienne. Ils prennent possession des lieux demain. Ils attendent un bébé pour mars. Ma mère tenait sa flûte de champagne à hauteur de sa clavicule. Son bras est resté suspendu, immobile, comme lorsque l'on retient son souffle. Alice. Sa voix tremblait légèrement. Alice, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas une blague, maman. C'est à ce moment-là que le verre à vin est tombé. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il s'est brisé au ralenti. Ce ne fut pas le cas. Les verres à vin tombent de la même manière que s'effondrent les illusions familiales, rapidement, avec un bruit plus sec que prévu, suivi d'un silence assourdissant. Ma mère tenait son verre de merlot de la main gauche, un peu plus bas que son champagne. C'est le merlot qui a heurté le parquet. Le cristal s'est brisé une fraction de seconde plus tard. Le vin rouge s'est infiltré le long des rainures du parquet, se dirigeant vers la chaise de tante Hélène. Personne n'a bougé pour nettoyer le vin. Tu as vendu ta maison. La voix de ma mère a grimpé d'une octave. Sans nous en parler? J'ai plongé la main dans mon sac suspendu au dossier de ma chaise et j'en ai sorti l'enveloppe Kraft. Je l'ai posée sur la table, à côté de mon assiette. Je ne l'ai pas ouverte. J'ai apporté ceci au cas où le sujet viendrait sur le tapis, ai-je dit. Je ne pensais pas que ce serait nécessaire. Je pensais que nous n'aurions pas à en arriver là. Mon père s'est enfin levé. Il n'a pas regardé l'enveloppe. Il a fixé le sol où le vin continuait de s'étendre. Pourquoi as-tu fait ça, Alice? J'ai prévenu les personnes qui devaient l'être, ai-je répondu. Les acheteurs, mon banquier, mon conseiller financier. Nous sommes tes parents. Oui, ai-je dit en reprenant une gorgée d'eau. C'est vrai. Et c'est bien pour cela que j'aurais espéré que vous me demandiez ce qui se passait dans ma vie avant de commencer à promettre ma maison à d'autres. Sandrine sanglotait désormais dans sa serviette, d'une manière qui semblait théâtrale à certains égards et sincère à d'autres. Mon cousin Damien, qui n'avait pas esquissé le moindre mouvement depuis environ 4 minutes, a brisé le silence d'une voix timide. Est-ce qu'on continue à manger? Non, nous n'avons pas continué à manger. Sandrine s'est enfuie à l'étage. Ma mère l'a suivie, le bruit de ses talons claquant sur le bois au rythme d'une personne habituée à gérer les drames toute sa vie d'adulte. Mes tantes ont commencé à chuchoter à voix basse pour ne pas donner l'impression de commenter la situation. Oncle Bertrand a bu une longue gorgée de son bourbon, puis une autre. Mon père se tenait près du bar, faisant mine de chercher des serviettes de table, mais ne cherchant rien en réalité. J'ai récupéré mon manteau sur le dossier de ma chaise. Je l'ai enfilé. J'ai repris l'enveloppe Kraft. Je ne l'ai pas remise dans mon sac. Je l'ai laissée bien en évidence sur la table. Quand je suis arrivé à la porte d'entrée, tante Geneviève s'y trouvait déjà. Son sac était sur son épaule. Elle n'avait pas eu le temps de mettre son manteau. Elle maintenait la porte ouverte contre le vent froid de novembre. « Viens prendre un café samedi », m'a-t-elle dit à voix basse. Au café de la place à 8 heures. Rien que toi et moi. Il faut qu'on parle de la voiture de Sandrine. J'ai regardé derrière elle la Peugeot 3008 de ma sœur, d'un blanc impeccable sous la lumière du Porsche. D'accord, ai-je répondu. J'ai repris la route en mettant le chauffage trop fort. Au milieu du trajet, France Info diffusait un reportage sur les premiers acheteurs immobiliers dans la région, un sujet se voulant chaleureux pour la saison. J'ai éteint la radio et je ne l'ai pas rallumée du reste du trajet. Je suis entré dans mon appartement temporaire à 18h52. Je n'ai pas dîné ce soir-là. Le premier signal d'alarme était apparu à la mi-octobre. Sandrine était passée chez moi un mercredi soir, sous prétexte de me rapporter un pull de ma mère que j'avais oublié lors du déjeuner du dimanche précédent. Elle m'avait demandé l'autorisation d'emprunter mon ordinateur portable pendant 10 minutes, affirmant que l'écran de son téléphone était fissuré et qu'elle devait consulter un email de l'agence pour l'emploi. Je l'ai laissé faire. Je faisais la vaisselle, j'étais distraite.
Quand je me suis réinstallé à mon bureau après son départ, Google Chrome était encore ouvert sur l'onglet qu'elle avait oublié de fermer. Ce n'était pas le site de France Travail. C'était Pinterest. Le tableau s'intitulait « Ma nouvelle chambre chez A ». 41 épingles. Du papier peint en lin. Un lampadaire en laiton. Un tabouret de coiffeuse en velours vert. Une épingle portait la légende « Chambre du bas ». Fenêtre ouest. Soleil du matin. Ma maison ne compte qu'une seule chambre orientée à l'ouest. C'est la pièce qui me sert de bureau depuis que j'ai acheté les lieux. Elle abrite un bureau que j'ai mis 6 week-ends à restaurer moi-même. Elle possède une fenêtre dont j'ai repeint l'encadrement de mes propres mains. Sandrine. Je n'ai pas appelé ma mère. J'ai fait des captures d'écran de chaque épingle. Je les ai ajoutées à un dossier sur mon ordinateur que je tenais à jour depuis 2019. J'avais nommé ce dossier lors de sa création, après la deuxième fois où mes parents avaient envoyé de l'argent à Sandrine pour couvrir son loyer. Ce dossier s'appelait « Compte de famille ». Il contenait alors 71 fichiers. Il en compterait 73 avant la mi-novembre. Le deuxième avertissement est survenu le 13 novembre, qui était, même si je l'ignorais alors, ma toute dernière journée complète en tant que propriétaire. Ma mère m'avait demandé de venir à Écully pour l'aider à trier ses placards pour l'hiver. J'avais accepté parce que, dans notre famille, refuser des tâches présentées comme de simples petits services n'était jamais envisageable. Le garage de mes parents à Écully est de la taille d'un petit appartement. Mon père s'en sert pour entreposer ses outils et sa déesse de collection. Ma mère y stocke tout ce qu'elle ne veut pas que ses amis du club de bridge voient. Il y a un grand rayonnage le long du mur du fond. Quand je suis sorti pour déposer le carton de robe d'été que ma mère m'avait demandé de mettre dans le bac de dons, j'ai remarqué de nouvelles étagères sur la droite. 6 cartons de déménagement y étaient soigneusement empilés, chacun étiqueté de la main de ma mère au marqueur bleu, Sandrine chambre du bas, Sandrine carton cuisine, serviette de bain, Sandrine placard automne-hiver, d'hiver cuisine, bureau. Je suis resté debout dans le garage pendant un long moment, presque sans respirer. L'un des cartons était ouvert sur le dessus. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait une cocotte en fonte le creuset couleur crème de 5,5 litres, celle que ma meilleure amie Margot m'avait offerte lors de ma fête de fiançailles en mai 2018, avant que j'annule mon mariage. Je ne m'en étais jamais servi. Je l'avais gardé dans un placard de cuisine pendant 7 ans, parce que certaines choses sont trop belles pour être jetées et trop douloureuses pour être utilisées. Sur la cocotte était collé un post-it jaune écrit de la main de ma mère, à utiliser dans sa nouvelle cuisine partagée. Je n'ai rien dit à propos de ces cartons en rentrant dans la maison. Je me suis assise sur le canapé du salon pendant que ma mère préparait le café dans la cuisine. De là où je me trouvais, je pouvais entendre mon père dans son bureau. La porte était entr'ouverte aux 3/4. Il était au téléphone avec son frère aîné, mon oncle Bertrand. Oui, Sandrine emménage chez Alice après la mi-novembre. Une pause, le temps que Bertrand réponde. Non, Alice est d'accord. Tu connais Alice, on peut toujours compter sur elle. Une autre pause. Ce sera bénéfique pour toutes les deux. Sandrine a besoin de cadre. Alice, c'est le cadre incarné. On m'a qualifié de bien des manières dans ma vie, la fille fiable, la forte, la pragmatique, la solitaire. Mais c'était la toute première fois qu'on me décrivait comme un cadre incarné. Je suis entré dans la cuisine au moment où ma mère sortait le pot de lait. Elle a levé les yeux, affichant une expression bien particulière, celle d'une femme qui venait d'entendre la voix de son mari à travers la cloison et cherchait à deviner si sa fille l'avait entendue elle aussi. Je ne l'ai pas regardée. J'ai pris ma tasse de café et j'ai dit, j'ai un appel professionnel à 16 heures. Je devrais y aller. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là et j'ai appelé Théodore Brémond. Il prépare quelque chose, lui ai-je dit. Tu vas leur en parler ? A-t-il demandé. Pas encore. Je veux voir jusqu'où ils vont aller. S'ils s'organisent, a répondu Théo, tu devrais t'organiser encore mieux. J'ai signé l'acte de vente de ma maison le lendemain matin à 10h14. À 11h02, le transfert de propriété était enregistré. Le soir même, j'ai mis à jour mon dossier informatique. J'ai ajouté les captures d'écran de Pinterest, datées pour respecter la chronologie. J'ai ajouté un résumé écrit de la conversation téléphonique surprise. J'ai ajouté une photo que j'avais prise des étagères du garage, avec ma mère en arrière-plan en train de verser le café, flou mais identifiable.
J'ai ajouté le reçu du camion de déménagement dont je n'aurais finalement plus besoin. Le dossier comptait désormais 73 fichiers. Je n'ai appelé ni mes parents ni ma sœur ce soir-là. Je me suis rendu une toute dernière fois à mon chat après le passage des acheteurs et de leur inspecteur, et je suis resté assise dans ma propre cuisine pendant 2 heures, buvant de l'eau dans un verre chiné dans une brocante en 2021. J'ai effleuré la crédence que j'avais peinte à la main à l'automne 2022. J'ai touché l'encadrement de la porte du bureau avec la fenêtre à l'ouest. En partant, j'ai verrouillé la porte derrière moi avec la clé que je remettrai à Margot lors de la signature le lendemain matin. Je suis retourné à la Confluence. Je n'ai rien déballé. 13 jours plus tard, ma sœur se levait à la table de ma mère, une flûte de champagne à la main. Et le samedi suivant, tante Geneviève me demanderait, de l'autre côté d'une petite table du café de la place, depuis combien de temps je savais. 6 semaines, lui répondrais-je. Ou peut-être 6 ans. Le groupe de discussion de la famille Naudin était resté silencieux depuis le dîner. Par silencieux, j'entends tactique. Ma famille ne pratique pas le silence comme les autres familles. Ils le pratiquent à la manière des généraux. Ils se taisent le temps de choisir leur angle d'attaque. Le premier message est arrivé sur mon téléphone le vendredi matin à 7h32. J'étais assise sur le bord du lit de mon appartement de la Confluence, en pantalon de flanelle, buvant du café dans un mug ébréché, observant la Saône à travers une fenêtre qui ne m'appartenait pas encore. Le message provenait de ma mère. Il s'adressait aux 11 adultes de la discussion familiale. Aujourd'hui, je prie pour mes 2 filles. L'une souffre profondément. L'autre a choisi sa propre personne au détriment de sa famille. Je les aimerai tout de même. Ma cousine Virginie a réagi avec un cœur rouge. Tante Hélène a réagi avec 3 émojis de main jointe. Oncle Bertrand, à son crédit, n'a pas réagi du tout. Tante Geneviève, après un silence de 38 minutes, a simplement mis l'émoji des yeux écarquillés. 2 petits ronquis, venant d'elle, équivalaient à un procès-verbal. Un second message est arrivé 46 minutes plus tard, la famille est un choix. Certains le font, d'autres non. J'ai verrouillé mon téléphone. J'ai préparé une autre tasse de café. J'ai ajouté 2 captures d'écran à mon dossier. Ma mère utilise Facebook de la manière dont les femmes de sa génération le font, de façon stratégique, avec un fort taux d'engagement et la conviction profonde que tout ce qu'elle publie reste privé sous prétexte que seules ses connaissances figurent dans sa liste d'amis. Elle a publié un message le dimanche matin. La publication était publique. J'en conserve une capture d'écran à la page 18 de mon dossier. La photo choisie montrait Sandrine à l'âge de 21 ans, tenant une toque et une toche d'une remise de diplôme qu'elle n'avait en réalité jamais obtenue. La légende disait, quand l'une de vos filles oublie que la famille signifie être présent, nous aimons simplement l'autre 2 fois plus fort. En prière pour la guérison. Le premier commentaire était de tante Hélène. Elle avait simplement écrit, que s'est-il passé ? Ma mère avait répondu, je t'envoie un message privé, ma chérie. J'ai fini par obtenir une copie de ce message privé. Il a rejoint mon dossier à la page 21. Le message disait, Alice a vendu sa maison uniquement pour empêcher Sandrine d'y habiter. Elle savait pourtant que Sandrine avait besoin d'elle. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis 3 mois. Margot Éluard, ma meilleure amie de l'université, mon agente immobilière, celle qui avait remis les clés à Clément et Marion Estienne 2 semaines plus tôt. Son texte faisait 4 phrases, « Salut, j'ai vu la publication Facebook de ta mère. Je sais ce qui s'est réellement passé. Tu ne dois d'explication à personne. Appelle-moi si tu as besoin de vider ton sac. » Je ne l'ai pas appelé, mais j'ai enregistré son message. Damien m'a appelé le lundi matin à 9h14, alors que j'étais à mon bureau en train de vérifier une déclaration fiscale du 3e trimestre. « Salut Alice, a-t-il dit, je venais un peu aux nouvelles. »« Salut Damien. Maman et papa ont parlé du repas de famille. Tante Béatrice a appelé hier soir. Elle pleurait beaucoup. C'est vrai que tu as mis Sandrine à la porte ? » J'ai posé mon stylo. J'ai fixé le tableau Excel sur mon second écran le temps d'une inspiration. Sandrine n'a jamais habité chez moi, Damien. J'ai vendu la maison. C'est toute l'histoire. Oui, mais est-ce que tu devais vraiment la vendre à ce moment-là ? Elle avait vraiment besoin d'un logement. Je l'ai vendue parce que je devais le faire.
C'est la seule explication que j'ai à donner. Un temps mort s'est installé. J'entendais le grincement de sa chaise de bureau dans son cabinet du centre-ville. Tante Béatrice a dit que tu avais planifié ça depuis des mois, comme pour faire passer un message. Elle a vraiment dit ça? Oui. Je n'ai pas répondu. Alice, j'essaie juste de comprendre. Tu n'as pas besoin de comprendre, Damien. Tu as juste besoin de ne pas répéter ce qu'elle te raconte. J'ai raccroché. J'ai ajouté une capture d'écran supplémentaire à mon dossier. Le message vocal est arrivé le mardi soir à 21h32. Il durait 4 minutes et 18 secondes. Je l'ai écouté une fois dans la cuisine de mon appartement temporaire, debout devant une tasse de tisane à la camomille à moitié vide. Je ne l'ai pas réécouté depuis, mais je me rappelle exactement comment il commençait et comment il se terminait. Il commençait par « Alice, je ne sais plus qui tu es devenue ». Il se poursuivait par une liste courte et très structurée des manières dont j'avais manqué à mes devoirs envers la famille. Le silence, les cachotteries, le manque de gratitude. Le message répétait la formule « la famille s'entraide » à 3 reprises, utilisait le mot « égoïste » 2 fois, le terme « froide » 1 fois, et se terminait ainsi « ton père et moi organisons une réunion de famille samedi. Tu seras là. Nous allons régler cela. Ne sois pas égoïste. » Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas effacé le message. Dès le dimanche matin, sur la discussion de famille, j'étais devenu le mouton noir. Le mercredi, j'avais cessé d'ouvrir l'application. J'ai envoyé un message à tante Geneviève à la place, j'ai des justificatifs. Je veux les apporter. Elle m'a répondu en 4 minutes, apporte-les tous. Pour comprendre les raisons de cette vente, il faut remonter au mois de mars. Le courrier du Centre des impôts fonciers de la métropole de Lyon est arrivé le 11 mars. C'était le genre d'enveloppe que j'ouvrais régulièrement depuis 2020. Une enveloppe officielle blanche avec une fenêtre laissant apparaître mon nom. Propriétaire depuis près de 5 ans, j'avais cessé de redouter les courriers de l'administration fiscale. J'aurais dû rester sur mes gardes. Je l'ai ouverte debout près du plan de travail de la cuisine, par un matin de pluie de mars, cette pluie typique de la région, mêlée de giboulées et de promesses de printemps. Ma valeur locative cadastrale et l'estimation de mon bien avaient été réévaluées à la hausse. La valeur estimée de ma propriété était passée de 452 000 € à 611 000 €, soit une augmentation de 159 000 € en l'espace de 12 mois. La ligne de la taxe foncière affichait la conséquence directe de cette hausse, ma taxe foncière annuelle passait de 5 800 € à 9 200 €, soit une hausse de 3 400 € par an. Cela représentait 283 € de plus par mois à provisionner, sans aucune hausse équivalente de mes revenus. Le courrier précisait que je pouvais contester cette décision avant le 30 avril. J'ai déposé un recours. Un recours extrêmement détaillé, étayé par des données de vente comparables et une argumentation écrite que notre propre cabinet aurait facturé 650 € à un client. En mai, la réponse est tombée. Le service des impôts n'avait consenti qu'à une réduction de 4 000 € sur la valeur réévaluée. En juin, 3 semaines après la clôture de ce recours, la direction de Héranger Conseil a envoyé à l'ensemble du personnel l'email que toutes les entreprises du secteur envoyaient à cette période. L'objet était « Ajustements opérationnels pour l'exercice à venir ». Le corps du texte rédigé dans le style diplomatique des associés indiquait « À compter du 1er juillet, le programme de primes discrétionnaires est suspendu pour l'ensemble de l'exercice. Nous procédons également à une réduction d'effectifs de 14% à compter de ce jour. » J'ai conservé mon poste. Je suis, pour le meilleur ou pour le pire, très compétente dans ce que je fais. Mais cette prime annuelle représentait en moyenne 18 000 € par an pour moi au cours des 3 derniers exercices. Ce n'était pas de l'argent de poche, c'était une part intégrante de ma structure de rémunération sur laquelle j'avais basé mes calculs. Mon tableau de remboursement d'emprunt l'intégrait comme un revenu régulier. Je suis retourné à mon poste après la réunion générale. J'ai ouvert le fichier Excel que j'avais créé lors de l'achat de la maison de mon chat en 2020. J'ai ajouté un nouvel onglet que j'ai nommé « Pire scénario ». J'y ai intégré l'absence de prime, la nouvelle taxe foncière, l'augmentation des assurances habitation, le contrat d'entretien de la chaudière en attente, et une inspection de la toiture que je repoussais depuis novembre de l'année précédente. La case située en bas à droite du tableau, celle que j'avais intitulée « Marge de sécurité », est passée au rouge. Elle n'avait plus été rouge depuis l'année de la rupture de mes fiançailles. J'ai refermé mon ordinateur.
Je suis rentré chez moi. Je n'ai appelé personne pendant 6 jours. Le 7 août, je me suis assise en face de Théodore Brémond à son bureau, au 7e étage d'un immeuble de la rue de la République qui offrait une vue sur le parc de la Tête d'Or. Théo a 51 ans. Il est mon conseiller financier depuis mes 32 ans. C'est lui qui m'avait accompagné lors du naufrage de mes fiançailles annulées, de l'apport pour la maison, et de notre discussion en 2022 sur l'opportunité de privilégier un plan d'épargne retraite plutôt que le remboursement anticipé du capital de mon prêt. Il avait préparé un document de 2 pages qu'il a fait glisser vers moi. La première page présentait une projection financière sur 30 ans si je conservais la maison de mon chat. La seconde montrait la projection si je la vendais pour acheter plus petit, une maison de ville ou un appartement. La case en bas à droite de la première page indiquait un solde d'épargne de fin de vie qui ne me permettrait pas de vivre convenablement après 65 ans. La même case sur la seconde page montrait un capital suffisant pour m'assurer une retraite sereine jusqu'à 78 ans, avec une marge de sécurité confortable. Théo a croisé les mains. Il m'a regardé avec cette expression prudente qu'il réserve aux clients qui ont pris de bonnes décisions pendant 10 ans mais doivent accepter que les réalités fiscales locales finissent par primer. Tu as tout fait comme il fallait, Alice. Ce sont simplement les chiffres qui ont tourné en ta défaveur. Ce n'est pas un échec de ta part, c'est une décision de l'administration fiscale. J'ai hoché la tête sans mot dire. Vends la maison, a-t-il conseillé. Achète un appartement plus modeste, stabilise ta situation d'ici tes 42 ans. Sinon, garde la maison et accepte de ne jamais vraiment t'en remettre financièrement. Il a débouché son stylo plume, a noté la date dans un angle de la feuille, l'a signé et me l'a rendu. Pour tes archives, a-t-il ajouté. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine, celle que j'avais poncée et vernie de mes propres mains à l'été 2023, durant des samedis que je n'avais pas passés avec ma famille, et j'ai dressé une liste. Je l'ai rédigée comme un expert comptable le ferait, 2 colonnes, un titre en haut. Dans la colonne, raison de rester, j'ai écrit une seule ligne, parce que je l'aime. J'ai tracé un trait en dessous, sans fioriture. Dans la colonne, raison de vendre, la liste comptait déjà 9 éléments lorsque la lumière de la fenêtre ouest a pris les teintes du crépuscule, hausse de la taxe foncière, suppression de la prime, toiture en fin de vie, chaudière hors garantie, prime d'assurance en hausse de 11%. Absence d'épargne de précaution, mensualité d'emprunt représentant désormais 38% de mes revenus nets, nécessité de piocher dans mes placements d'ici quelques années, et départ à la retraite repoussé de 65 à 71 ans. J'ai lu cette liste une fois. Puis une seconde. J'ai refermé l'ordinateur. J'avais passé 6 ans à m'assurer de ne jamais avoir à demander un centime à mes parents. Je n'allais pas passer les 20 prochaines années à sacrifier mon avenir financier pour une simple question de fierté. Je ne voulais pas que cette maison, achetée pour me prouver quelque chose après qu'un homme m'avait quitté, devienne celle que je perdrais à cause d'une pression fiscale devenue hors de contrôle. Le lendemain matin, à 7h45, j'ai appelé Margot Éluard. Je veux vendre, lui ai-je dit. Tu en es sûr? Absolument. En dehors du marché traditionnel d'abord. Entendu. Je n'ai pas prévenu ma mère. Elle n'avait plus le droit de donner son avis sur mes choix de vie. J'ai commencé les cartons le 4 octobre. Margot avait accepté de garder le bien hors marché pendant les 3 premières semaines. 2 offres issues de son réseau privé sont arrivées durant cette période. Clément et Marion ont formulé la proposition la plus solide le 24. Nous l'avons acceptée le 26. La signature était fixée au 14 novembre. J'avais 41 jours pour démonter une maison que j'avais mis 5 ans à bâtir à l'image de ma vie. J'ai commencé par les livres, car ce sont les plus simples à trier. Ils ont une tranche, un ordre précis. Le premier carton contenait des livres. Le deuxième contenait les objets que je savais que je ne déballerais pas de sitôt. Dans le tiroir du bas du bureau de la pièce orientée à l'ouest, j'ai retrouvé une photo que je n'avais pas regardée depuis 2 ans. Elle avait été prise sur le porche de la maison de mon chat le jour de l'achat, en juin 2020. J'avais 32 ans. Je tenais une unique clé en laiton. Je souriais comme une femme qui n'avait jamais eu le cœur brisé, ce qui était faux, mais sur le papier glacé, cela ressemblait à la vérité. J'ai placé cette photo dans le tout premier carton, pas dans le dernier. Dans le second tiroir de la cuisine, derrière les prospectus de livraison, j'ai retrouvé les factures. J'avais rénové la cuisine au printemps 2022. J'avais fait la majeure partie des travaux moi-même.
J'avais posé la crédence sur 4 samedis d'avril, avec l'aide d'un carreleur trouvé dans un magasin de bricolage du quartier qui avait accepté de venir m'apprendre la pose pendant 3 heures. Les reçus de chez Leroy Merlin étaient encore dans leurs enveloppes d'origine. Carrelage, 1820 €. Poignée de placard, 312 €. Joint, vernis, éponge. Un ticket de caisse daté du 13 avril 2022 d'un montant de 284,16 €. Je n'avais jamais demandé d'aide à mes parents pour cette cuisine, non pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que je connaissais le prix de leur aide. Je savais que chaque chèque de mon père s'accompagnait de remarques répétées lors des repas de famille. Chaque virement de ma mère lui donnait le droit de s'inviter chez moi sans prévenir pendant 1 an. J'ai glissé ces reçus dans une pochette Kraft. J'ai ajouté cette pochette au dossier d'archives de mon ordinateur. Non pas dans l'intention d'en faire une arme, mais pour me souvenir que cette cuisine m'appartenait, dans les moindres détails. J'ai fermé le carton de cuisine avec de l'adhésif et j'ai écrit sur le dessus au marqueur noir « Nouveau logement ». À déballer en premier. Je n'ai rien ressenti de dramatique. Juste la satisfaction tranquille d'un bilan comptable parfaitement vérifié par les faits. La veille du 14 novembre, j'ai parcouru ma maison vide un verre d'eau à la main, tout comme je l'avais fait le premier soir de mon emménagement en juin 2020. La chambre principale était déjà vide. La salle de bain ne contenait plus qu'une brosse à dents et un savon. La cuisine était scellée dans des cartons. La salle à manger avait été vidée, la table que j'avais restaurée était démontée et emballée. Je me suis arrêté au seuil du bureau. La pièce était vide, le bureau avait disparu. Seul l'encadrement de la fenêtre, que j'avais repeint un dimanche d'octobre 2021 dans un ton de vert qui m'avait demandé 3 allers-retours au magasin de peinture, portait encore ma marque. Cette pièce même que Sandrine avait épinglée sur son tableau Pinterest. Cette pièce que ma mère montrait à mes tantes lors d'une visite virtuelle qu'elle ne réalisait même pas qu'elle effectuait. Ma mère me qualifiait de solitaire depuis l'annulation de mes fiançailles en 2018. Elle avait employé ce mot à Pâques, à Noël, et le soir de l'achat de la maison lors d'un appel téléphonique que je n'avais pas souhaité recevoir. Debout au seuil de ce bureau vide, j'ai pensé avec cette lucidité propre aux heures tardives, il m'avait qualifié de solitaire toute ma vie, mais la vérité était bien plus simple. J'avais toujours été seul avec eux dans la pièce. J'ai refermé la porte une dernière fois. Le lendemain matin à 10h14, j'ai signé les 31 pages de l'acte. À 11h02, la maison appartenait à de nouveaux propriétaires. J'ai cessé de demander la permission de vivre ma propre vie. J'ai retrouvé tante Geneviève au café de la place à Écully à 8h du matin le samedi 29 novembre. Écully à cette heure-là, le lendemain du grand repas de famille, est un endroit très calme. Tante Geneviève était déjà installée, un petit carnet en cuir posé à côté de son café. Le carnet était usé par le temps. « Assieds-toi » m'a-t-elle dit. Je me suis exécuté. Elle n'a pas commencé par parler du dîner, ni des cartons, ni du verre de vin brisé sur le parquet de son propre frère devant 13 personnes. Elle a commencé par ces mots, « Ma puce, je suis avocate spécialisée en droit de la famille. Mon métier consiste à repérer les schémas comportementaux. C'est pour cela que mes clients me paient. » J'ai hoché la tête. Tes parents, a-t-elle poursuivi, ne sont pas en train d'élever une sœur pour toi. Ils élèvent une personne à ta charge dont tu hériteras un jour. Je suis resté silencieuse un long moment, serrant ma tasse de café de mes 2 mains. Elle a ouvert son carnet. À l'intérieur, de son écriture carrée d'avocate, figuraient des dates, des montants et des noms. La première entrée remontait à octobre 2019. La dernière datait de la semaine précédant notre dîner de famille. J'ai arrêté de boire il y a 3 ans, m'a-t-elle dit. Depuis, je remarque des choses que j'aurais ignorées auparavant. J'ai remarqué ceci. À 13h30, je me suis rendu au bureau de Théo. Il m'y avait donné rendez-vous un samedi car, comme il l'avait dit au téléphone la veille, apporte tout ce que tu as de ton côté. Je vais imprimer tout ce que j'ai du mien. Nous allons mettre des chiffres incontestables sur cette réunion de famille. Il avait préparé 3 documents agrafés sur son bureau à mon arrivée. La première projection était celle que je connaissais déjà, garder la maison, prendre ma retraite à 65 ans avec des réserves très limitées. La deuxième était celle de la vente et de l'achat plus petit, que j'étais déjà en train de finaliser. La troisième était une projection qu'il avait réalisée de sa propre initiative durant la semaine. Il l'avait appelée « Option C ».
L'option C simulait ce que donnerait ma situation financière si je conservais la maison et permettais à ma sœur d'y loger gratuitement pendant les 24 mois suivants, avec l'augmentation correspondante de mes factures d'énergie, de nourriture, et l'estimation des imprévus financiers ou juridiques classiques du profil de Sandrine. L'option C me montrait prenant ma retraite à 71 ans avec seulement 38% du capital nécessaire. Théo a entouré le chiffre 71 d'un coup de stylo. Il a fait glisser la feuille vers moi. Tu apportes ça samedi, a-t-il dit. Tu ne discutes pas. Tu te contentes de lire l'option C à haute voix. Il a marqué une pause. Tu n'as pas besoin de gagner le débat. Tu as juste besoin que ce soit consigné par écrit. J'ai dîné avec Vanessa Claire au Splendid, rue de la Charité, ce samedi-là à 19h30. Vanessa a 39 ans. Nous étions dans la même promotion à l'Université de Lyon. Elle est aujourd'hui directrice des ressources humaines pour une agence de marketing appelée l'agence Valvert, située dans le quartier de la Pardieu. Elle portait un rouge à lèvres vif ce soir-là, un choix qu'elle ne faisait pas pour n'importe quel dîner. Elle l'avait mis pour moi, parce qu'elle avait appris ce que ma mère racontait sur les réseaux sociaux. Nous avons commandé. Je lui ai raconté toute l'histoire entre l'assiette de pain et le plat principal. Au moment de l'arrivée des plats, Vanessa a sorti une carte de visite de son portefeuille et l'a fait glisser sur la nappe blanche. La carte portait son nom. Au dos, elle avait écrit rapidement au stylo à billes bleues le nom de Brigitte Vasseur, responsable des services généraux, poste 218. Nous recrutons une assistante administrative, a dit Vanessa. 42 000 € de salaire de base, couverture santé complète. C'est notre responsable, Brigitte, qui prend la décision finale. Je me contente d'ouvrir la porte. Après cela, ta sœur devra faire ses preuves seule. J'ai pris la carte et l'ai tenue entre mes doigts. Je ne vais pas lui mettre directement dans les mains, a précisé Vanessa. Demande-lui de m'appeler elle-même. Si elle ne le fait pas, ce sera déjà une réponse en soi. J'ai glissé la carte dans mon sac. Je n'ai rien promis. Je suis rentré dans mon appartement temporaire de la Confluence à 21h50, avec 3 documents agrafés sur le siège passager, un carnet en cuir rempli d'annotations d'avocate sur le siège arrière et la carte de visite de Vanessa dans mon sac. Sur le chemin, j'ai pensé à Margot. Elle m'avait envoyé un autre message la veille, le jour de l'appel de Damien. Son message tenait en une phrase, « Peu importe ce que ta mère raconte sur Facebook, les acheteurs adorent la maison. Ils m'ont demandé de te transmettre leurs remerciements. » 4 personnes, au cours des 7 derniers jours, m'avaient apporté des faits. 4 personnes qui ne partageaient pas mon nom de famille. Ma famille avait inventé une histoire sur moi, mais ces 4 personnes disposaient de données concrètes. J'ai garé ma voiture dans le parking souterrain de l'immeuble. Je suis resté assise dans l'obscurité 1 minute de plus que nécessaire. J'ai pensé à toutes ces années passées à essayer d'offrir à ma mère une version de moi qu'elle puisse valider. J'ai pensé à la manière dont elle avait passé ces mêmes années à essayer de m'imposer une image de moi que je ne reconnaissais pas. En rentrant, je me suis préparé une tasse de thé. Je me suis installé à la table. Je n'avais plus peur de la réunion de famille du samedi. Je suis arrivé chez mes parents à Écully le samedi 6 décembre à 14h. Le ciel avait la couleur d'un bol en acier inoxydable. L'air était vif. Dans le coffre de ma voiture se trouvait un dossier accordéon Craft étiqueté simplement « Famille ». Il contenait 73 documents imprimés sur du papier blanc standard, perforés et classés par ordre chronologique d'octobre 2019 à novembre 2025. La première page présentait une chronologie synthétique d'une page. La 73e page était l'email de Théo daté du 4 novembre. Je me suis garé derrière la voiture de tante Geneviève. Elle m'avait envoyé un message 90 minutes plus tôt, Denis m'a appelé. Il m'a demandé d'être présente. Il pense que je prendrai son parti. Quand Sandrine m'a ouvert la porte, elle avait les yeux rougis. Elle ne m'a pas salué, s'est détournée et est retournée dans la salle à manger. Ma mère était déjà installée en bout de table. Ses cheveux étaient attachés. Elle n'avait pas sorti la vaisselle de mariage aujourd'hui, elle affichait son visage professionnel, celui qu'elle utilisait à l'agence immobilière d'Écully lorsqu'elle voulait faire comprendre à un acheteur qu'il faisait fausse route. Mon père se tenait près de la fenêtre, observant sa mangeoire à oiseaux. Il ne s'est pas retourné quand je suis entré. Tante Geneviève était attablée, un café à la main. Elle m'a adressé un léger signe de tête. Je me suis assise.
J'ai posé le dossier sur la table sans l'ouvrir. Ma mère a commencé, « Alice, tu as humilié cette famille. » J'ai attendu. Ta sœur comptait sur toi. Ton père et moi comptions sur toi. Tu as toujours été la fille fiable. Et aujourd'hui, nous ne savons plus qui tu es. Nous attendions mieux de ta part, a enfin ajouté mon père, toujours tourné vers la mangeoire. Sandrine a levé le visage de ses mains, le maquillage légèrement coulant, de cette façon qu'elle avait toujours de pleurer pour s'attirer la sympathie. J'ai résilié mon bail pour toi, Alice. J'ai posé mon regard sur elle. Tu as résilié un bail dont tu étais sur le point d'être expulsé? Ne réécrivons pas l'histoire, Sandrine. Un léger bruit est venu de tante Geneviève. C'était peut-être une gorgée de café, ou un rire étouffé. La voix de ma mère s'est faite plus tranchante, tu as toujours été la plus difficile. J'ai posé ma main à plat sur le dossier fermé. Avant d'aller plus loin, je veux vous dire une chose. Vous devriez bien vous installer pour la suite. Nous sommes déjà assis, a rétorqué ma mère. Installez-vous bien au fond de vos sièges, alors. Tante Geneviève a jeté un regard calme à ma mère, Priscille, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ignore? Ma mère s'est tournée vers elle, surprise de l'intervention. Geneviève, cela reste entre nous. Tu m'as appelé, a répondu tante Geneviève. Je suis donc là. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ignore? J'ai ouvert le dossier. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas haussé le ton. J'avais répété mon débit durant le trajet, comme on répète une plaidoirie d'ouverture avant d'entrer au tribunal. J'ai sorti la première page et je l'ai posée sur la table. Page 1. Chronologie d'octobre 2019 à novembre 2025. 6 années complètes. Ma mère a tendu la main pour prendre la feuille. Je l'ai laissé faire. Page 2 à 14, ai-je continué. Capture d'écran des transactions Lydia et des virements bancaires. De papa à Sandrine, de maman à Sandrine. Montant total transféré sur cette période, 94 200 €. Mon père s'est détourné de la fenêtre. Page 15 à 22. 3 contrats de location co-signés. Chacun a fait l'objet d'un défaut de paiement dans les 9 premiers mois. Montant total des loyers impayés réglés par papa en tant que garant, 26 500 €. Page 23 à 27. Relevé de carte bancaire Visa Infinite, compte de Sandrine. Plafond atteint en août 2025, 22 600 €, compte clôturé par la banque. Relevé envoyé à papa et réglé par lui en 2 fois en septembre et octobre. J'ai fait glisser ce paquet de feuilles vers mon père. Page 28. Achat de la Peugeot 3008. Concessionnaire de la région lyonnaise, le 15 septembre 2025. Virement de 6 500 € effectué vers la concession depuis le compte courant de papa. Prêt auto co-signé de 28 500 € sur une durée de 60 mois. Mon père s'est penché en avant, retenant son souffle un instant. Il a pris la page 28. Tu as co-signé le crédit de sa voiture, ai-je souligné, 2 mois à peine avant qu'elle n'annonce qu'elle venait s'installer chez moi. Sandrine fixait la table. Mon père a reposé la feuille très délicatement, puis l'a reprise pour relire la deuxième ligne une seconde fois. Page 29 à 40, ai-je poursuivi. Mes propres relevés bancaires, classés par année. Je vous les laisserai pour plus tard, ce ne sont pas les plus importants. Je suis passé à la page 41. Je ne l'ai pas fait glisser vers eux, je l'ai posé bien en évidence au milieu de la table, laissant chacun la découvrir. C'était la capture d'écran d'un échange de messages. Le numéro de téléphone en haut de l'écran était celui de ma mère. Le destinataire était Sandrine. Le message datait du 14 juin 2024. Ne t'inquiète pas pour la carte bancaire, ma chérie. Ton père va s'en occuper. Et si la situation s'aggrave, ta sœur t'aidera si tu t'y prends de la bonne manière. Elle culpabilise toujours assez facilement. La main de ma mère est montée à sa gorge. Sandrine l'a regardé, maman, je ne t'avais pas demandé de lui envoyer ça. Tu lui as montré ça. La voix de ma mère s'était éteinte. Elle me l'a transféré par erreur en mars, ai-je expliqué. Son compte iCloud était synchronisé avec le tien et elle s'est trompée de fil de discussion dans un groupe de discussion où nous étions avec Margot. J'ai attendu 8 mois pour aborder le sujet. Tante Geneviève a posé sa tasse de café très doucement. Elle n'y a plus touché. Mon père s'est dirigé lentement vers la cuisine sans dire un mot.
Il ne nous a pas regardés. Il est resté dans la cuisine pendant 4 minutes complètes. Nous sommes restés silencieuses dans la salle à manger. Dehors, la mangeoire oscillait légèrement sous le vent. Quand mon père est revenu, son visage avait changé. Ce n'était pas de la colère, mais autre chose, le regard d'un homme qui voyait enfin noir sur blanc ce qu'il s'était efforcé d'ignorer jusque-là. Il s'est assis en bout de table, face à ma mère. J'ai sorti les 3 projections de Théo. Page 71 du dossier, ai-je dit. 3 scénarios financiers. Option A, garder la maison. Option B, vendre la maison. Option C. Et c'est celle-ci que je tiens à lire à haute voix. J'ai pris la feuille de l'option C. Ma main ne tremblait pas. J'ai lu, si je conserve la maison de mon chat et permets à Sandrine d'y loger gratuitement tout en prenant à ma charge les factures, la nourriture et les probables aides financières d'urgence durant 24 mois. Je prendrai ma retraite à l'âge de 71 ans avec seulement 38% des réserves financières nécessaires. J'ai reposé la page. Ou, pour reprendre les termes de mon conseiller financier par écrit, si je garde cette maison, je serai en difficulté financière à 65 ans. Si je l'y héberge, je serai ruiné à 71 ans. La pièce est restée plongée dans le silence. Tante Geneviève a regardé mon père, évitant soigneusement le regard de ma mère. Sa voix, lorsqu'elle a pris la parole, était celle, posée, qu'elle utilisait dans les tribunaux. Denis, ce n'est pas elle qui est difficile. C'est la seule qui a fait les calculs. Mon père n'a pas répondu. Il fixait la page 28, puis la page 41. Il a disposé les 2 pages face visibles sur la table, avant de hocher la tête une fois. Ma mère n'avait pas dit son dernier mot. Elle ne s'avoue presque jamais vaincue. Elle a posé ses mains à plat sur la table, a pris une inspiration, puis a prononcé la phrase qu'elle avait probablement préparée dans sa tête pendant que je lisais l'option C, très bien. Très bien, Alice. Tu as vendu la maison. Nous réglerons cela plus tard. Mais tu peux tout de même l'aider. Tu n'as pas besoin de l'héberger, mais tu pourrais participer à son loyer, juste pour 6 mois, le temps qu'elle se retourne. Tu gagnes très bien ta vie. 2000 € par mois pendant 6 mois, ce n'est rien pour toi. Elle le disait comme elle l'avait toujours fait pendant 38 ans, en faisant des calculs sur un budget qui n'était pas le sien. Sandrine a levé les yeux, un espoir visible sur le visage. Ce n'était pas l'espoir d'une sœur qui avait besoin de soutien, mais celui d'une fille à qui l'on venait de promettre à nouveau que les ressources ne se tariraient pas. Mon père, pour la première fois en 20 minutes, a fini par prendre la parole. Il a prononcé un seul mot, calmement, à l'adresse de ma mère, Priscille. Elle ne l'a pas regardé. Elle gardait ses yeux fixés sur moi. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai fait le même geste que 9 jours plus tôt à une autre table, j'ai pris mon verre d'eau et j'ai bu une gorgée. Puis je l'ai reposé. 2000 € par mois pendant 6 mois, cela fait 12 000 €, ai-je dit. Étage 12 000 €, c'est le coût de 3 mois de remboursement de prêt pour une maison que je ne possède plus. C'est aussi le coût du prochain défaut de paiement de Sandrine, car la leçon de ces 7 dernières années est que quelqu'un sera toujours là pour la rattraper. Cette leçon, maman, c'est toi qui la lui as inculquée à chaque virement bancaire. Le visage de Sandrine s'est décomposé, ce n'est pas juste. Le mot juste n'est pas le bon, Sandrine, ai-je répliqué. Le mot exact est viable. Je n'ai pas haussé la voix, ce n'était pas nécessaire. Si je signe ce chèque, j'ai poursuivi, je ne t'aide pas. Je finance simplement ton refus de grandir. Et chaque mois où je le fais, je t'éloigne un peu plus d'une vie qui devrait être la tienne. Le visage de ma mère a commencé à se défaire d'une manière que je n'avais pas vue depuis mes 11 ans. Elle perdait toute contenance. Alors tu vas te contenter de ne rien faire, a lancé Sandrine. Je me suis tourné sur ma chaise pour lui faire face directement, non, Sandrine. Je vais t'offrir quelque chose de bien meilleur. Sur le côté, tante Geneviève m'observait avec l'expression d'une femme qui n'était plus du tout une simple spectatrice. Elle assistait à un instant qu'elle attendait probablement depuis 15 ans. J'ai plongé la main dans mon sac et j'en ai sorti la petite carte de visite blanche que Vanessa Claire m'avait donnée 7 jours plus tôt. Je l'ai posée sur la table, entre ma sœur et ma mère. Voici Vanessa Claire, ai-je dit. Elle est directrice des ressources humaines dans une agence appelée l'agence Valvert, à La Pardieu. Nous avons fait nos études ensemble. Il recherche une assistante administrative. Le poste est payé 42 000 € par an,
avec une mutuelle complète et 5 semaines de congés payés. La décision finale ne lui appartient pas. Elle revient à leur responsable des services généraux, Brigitte Vasseur. Son numéro de poste est inscrit au dos. Sandrine fixait la carte. Tu peux appeler Vanessa lundi. Je ne l'appellerai pas avant toi. Je ne prendrai pas de nouvelles. Je ne ferai aucun suivi. Je ne lui demanderai pas comment s'est passé l'entretien. Si tu obtiens ce poste, ce sera parce que tu auras fait la démarche toi-même. Si tu ne l'obtiens pas, ce sera de ton fait. Je me suis adossé à ma chaise. Je ne t'achète pas du temps, Sandrine. Je t'ouvre une porte. Si tu refuses de la franchir, ce sera la toute dernière aide qui portera mon nom. La pièce entière a retenu son souffle. Ma mère a commencé à pleurer. Non pas ces pleurs de façade qu'elle avait affichés toute la semaine, mais des pleurs différents, mais plus discrets, plus profonds. Le genre de larmes que je n'avais pas vu sur son visage depuis la nuit de 1996 où elle m'avait annoncé le décès de ma grand-mère. Sandrine a tendu la main vers la carte de visite. Elle ne l'a pas prise tout de suite. Elle en a effleuré le coin du bout de l'index, puis l'a soulevé. Elle a regardé le verso, puis le recto. Elle l'a glissé dans la petite poche intérieure de son gilet. Elle n'a pas dit merci. Elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle a simplement hoché la tête une fois, d'une manière que je ne lui avais encore jamais vue. Je me suis levé. Sandrine a appelé Vanessa le lundi 15 au matin. Je le sais parce que Vanessa m'a téléphoné à 15h12 le jour même pour me dire simplement « elle a appelé ». Je l'ai orientée vers Brigitte. Je n'ai posé aucune question complémentaire. J'ai juste répondu « merci, Vanessa ». L'entretien était fixé au jeudi 18. Le premier entretien avait lieu avec Brigitte Vasseur à 10h. Le second, avec Vanessa pour la validation finale, à 14h le même après-midi. Sandrine s'est présentée à l'entretien vêtue d'un blazer bleu marine. Je le sais parce que 3 semaines plus tôt, alors qu'elle se trouvait chez nos parents à Écully, elle avait demandé à notre mère s'il lui était possible d'emprunter un blazer qu'elle était sûre que j'avais laissé là-bas. Ma mère le lui avait donné sans me consulter. Ce blazer m'avait appartenu à l'origine. Je ne l'avais pas porté depuis 2021. Je n'ai posé aucune question à Sandrine ce jeudi-là. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'ai pas cherché à savoir. Le vendredi matin, j'ai reçu un unique message d'elle à 8h53, ils ont appelé. Je commence le lundi 5 janvier. J'ai lu le texte à 2 reprises. Je n'ai pas répondu, je suis fier de toi. J'ai écrit, très bien. Ne sois pas en retard. J'ai ajouté la capture d'écran de cet échange à un nouveau dossier sur mon ordinateur, que j'ai nommé simplement « Sandrine ». Elle a commencé son travail le lundi 5 janvier. Je ne lui ai pas parlé au cours des 2 premières semaines de l'année. Je l'ai laissé s'installer durant ce mois de janvier. La 3e semaine, un samedi, je lui ai proposé de venir prendre un café dans mon nouvel appartement de la Confluence. Elle est venue, vêtue du même blazer. Je lui ai remis une seule feuille de papier. C'était une fiche de budget simplifiée que j'avais conçue en 2014, lorsque je cherchais à me sortir de mes propres dettes de carte de crédit. La fiche comprenait 3 sections, dépenses fixes, dépenses variables, capacité d'épargne. C'est ce que j'utilisais à 25 ans, lui ai-je dit. Non pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu en es capable. Elle a regardé la feuille, puis elle m'a fixé, « Pourquoi m'aides-tu maintenant ?»« Parce que maintenant, tu travailles, ai-je répondu. Cette même semaine, sans que je le lui demande, tante Geneviève a déjeuné avec Sandrine dans un petit restaurant proche de son cabinet à Écully. Tante Geneviève avait rédigé un protocole de prêt écrit. L'accord stipulait le versement de 600 € destiné exclusivement au premier loyer et au dépôt de garantie d'un studio, remboursable à hauteur de 50 € par mois à compter de 60 jours après le versement, sans aucune exception. Elle a fait signer le contrat à Sandrine devant un notaire d'Écully. C'est un prêt, pas un cadeau, lui a-t-elle précisé. Je veillerai au respect des échéances. Je ferai un suivi le mois prochain, et le mois suivant également. Si tu manques un paiement, nous en discuterons. Au 2e vendredi de février, le 13, une date que le destin avait manifestement choisie à dessein, Sandrine avait mis de côté 1800 € sur ses premiers salaires. En y ajoutant le prêt de 600 € consenti par tante Geneviève, elle disposait de 2400 €. C'était suffisant, de justesse,
pour régler le premier mois de loyer et le dépôt de garantie d'un studio dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Le loyer était de 1180 € par mois. L'immeuble de 3 étages était en briques anciennes. Le studio faisait 44 mètres carrés. Il possédait une unique fenêtre orientée à l'est. Elle a signé le bail seul, sans aucun garant en dehors de la garantie écrite de tante Geneviève, que le gestionnaire de l'immeuble avait accepté car elle avait fait figurer son numéro de carte professionnelle d'avocate sur le courrier. Sandrine m'a envoyé une photo du bail à 16h11 ce vendredi-là. La photo montrait sa signature à l'encre bleue au bas du document. Sous la photo figurait une seule ligne de texte, « J'avais oublié ce qu'on ressentait en signant un document sans que personne n'ait à se porter garant pour moi. » J'ai lu le message à 2 reprises. Je n'ai pas ajouté cette photo à mon dossier, compte de famille. J'ai ouvert le dossier créé le jour où elle m'avait annoncé son embauche, celui nommé « Sandrine ». J'y ai ajouté la photo du bail. C'était le deuxième document de ce dossier, le premier étant son message d'embauche. J'ai nommé la photo « Premier bail, 13 février ». J'ai refermé mon ordinateur et j'ai préparé du thé. J'avais signé l'achat de mon nouveau logement le 19 décembre, entre notre explication de famille et le début du contrat de Sandrine. C'était une maison de ville à la Confluence. 142 mètres carrés, 3 pièces, 2 salles de bain, avec une mensualité de 1650 € par mois, soit près de 900 € de moins que ce que je payais à mon chat avant la réévaluation de la taxe foncière. Le logement possédait un balcon donnant sur les voies ferrées et, au-delà, sur la Saône. En hiver, le cours de l'eau s'écoulait sombre entre les berges enneigées. Je m'étais offert un appareil photo Fujifilm X-T5 à la mi-janvier avec l'argent que j'aurais dû consacrer, dans une autre vie, au remplacement de la chaudière de mon ancienne maison. Je convoitais cet appareil depuis 2021, mais je m'étais toujours dit que cela pouvait attendre. Cela avait assez attendu. Le soir du 28 janvier, à 22h06, j'ai reçu un message de mon père. Il ne l'avait pas envoyé sur le groupe de famille, mais directement sur mon fil personnel. J'ai montré tes calculs à mon comptable. Il m'a confirmé que tu avais raison. Papa. J'ai lu le texte. Je n'ai pas répondu. Il ne semblait pas attendre de réponse de ma part. J'ai ajouté la capture d'écran à mon dossier, Sandrine, qui commençait doucement à se transformer en un autre type d'archive, non plus des pièces à conviction, mais des preuves de reconstruction. À la fin du mois de mars, j'ai pris l'habitude de marcher après le travail. Je partais de la Confluence, traversais le pont de la Guillotière et revenais avec l'appareil photo autour du cou. J'ai créé un compte Instagram anonyme, sans followers issus de ma famille. J'y publiais des photos de détails architecturaux, la corniche d'un vieil immeuble de la Presqu'île, la rambarde en fer forgé d'un pont, la devanture d'une ancienne pharmacie de quartier. Le lundi 6 avril, Sandrine a validé sa période d'essai à l'agence Valvert. Il n'y avait pas de promotion ni de nouveaux titres, mais Brigitte Vasseur avait ajouté son nom à l'organigramme de l'entreprise. Sandrine avait obtenu une légère revalorisation salariale de 2000 € par an et s'était vu confier la responsabilité d'assister l'un des directeurs de clientèle senior à titre d'essai. Tante Geneviève, qui recevait ponctuellement les remboursements de Sandrine le 5 de chaque mois depuis février, avait partagé un dîner calme avec ma mère au début du mois d'avril. J'ignore ce qui s'y est dit. Tante Geneviève ne m'en a pas parlé, et ma mère ne m'a pas appelé. Le mercredi matin 8 avril, à 7h14, alors que je préparais mon premier café, mon téléphone a vibré sur le plan de travail. C'était un message de mon père sur notre fil de discussion privée. J'ai à nouveau regardé ton tableau hier soir. Je suis désolé d'avoir eu besoin de le regarder 2 fois pour comprendre. Papa. J'ai gardé le téléphone en main pendant un long moment. Je n'ai répondu que 3 heures plus tard, en écrivant simplement 2 mots, merci, papa. Je n'ai rien envoyé d'autre. Par un samedi après-midi de la fin avril, je me promenais place Bellecour, le Fujifilm autour du cou et le cache-objectif dans ma poche. La lumière printanière à cette période de l'année avait cette douceur particulière qui semble apaiser les tensions lentement. Ma mère ne m'avait toujours pas appelé. Elle m'avait envoyé 2 messages, l'un à Pâques, un texte générique adressé à ses 2 filles, et l'autre à la mi-avril pour me demander si j'étais disponible pour le déjeuner de la fête des mères. Je lui avais répondu que je la tiendrais au courant, mais je ne l'avais pas encore fait. Tante Geneviève m'appelait un mercredi sur 2. Elle avait pris l'habitude de terminer nos conversations par une formule qu'elle prononçait sur le ton dont d'autres se servaient pour dire « Je t'aime, tu as su faire les bons calculs, ma puce ».
Je ne savais jamais trop quoi répondre, alors je disais simplement « Merci, tante Geneviève », puis elle raccrochait. Margot m'avait invité à rejoindre un petit club de lecture composé de 4 femmes de la fin de la trentaine, toutes discrètes, chacune à sa manière, sur un aspect de leur vie. Sandrine m'avait envoyé un message la veille pour me poser une question sur un formulaire fiscal. J'y avais répondu sans poser d'autres questions. Je me suis installé sur un banc public. J'ai sorti le cache objectif de ma poche, sans le remettre sur l'appareil. Ma mère m'avait qualifié de solitaire lors de ce fameux repas de famille. En ce mois d'avril, j'avais un balcon, un appareil photo, mes samedis libres et 4 personnes qui me comprenaient réellement. Le mot « solitaire » n'avait jamais été le bon. C'était plutôt « seul au milieu d'eux ». J'avais l'habitude de penser qu'une limite était un mur. Je sais aujourd'hui qu'une limite est une porte, dont je suis la seule à décider qui la franchit et à quel moment. Si l'on vous a déjà qualifié de personne fiable, si l'on vous a répété que la famille s'entraide tout en ravalant votre statut de fille à celui de simple ressources financières. J'aimerais que vous me disiez en commentaire en quelle année vous avez enfin cessé d'ouvrir la porte sans demander qui se tenait de l'autre côté. Aider quelqu'un ne revient pas à le laisser vivre aux dépens de votre propre existence. Poser des limites ne détruit pas les familles. Parfois, c'est même le premier geste de vérité qu'une famille ait jamais connu. Je ne conserve plus de preuves pour me défendre. Je les ai gardées un temps pour me souvenir de qui j'étais quand personne ne me croyait, puis, peu à peu, j'ai fini par cesser de les conserver.